Alors, bonsoir à tous. J'ai eu un petit souci de connexion, mais vous allez pouvoir me dire là si ça fonctionne bien. Normalement, vous devriez me voir, m'entendre et avoir également le partage du diaporama. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est OK et si vous avez tout qui fonctionne bien? Là, je crois que ça devrait fonctionner. Je vois dans le chat. Ouais, OK, parfait, c'est bon. Très bien, parfait, merci beaucoup. Eh ben, écoutez, c'est très bien. Moi, je vais, me mettre directement sur mon diaporama. Je laisse la caméra allumée. Normalement, j'ai pas de problème de connexion, donc ça devrait être nickel, même en gardant la caméra. Si vous voyez qu'il y avait un bug, vous me dites et à ce moment-là, je couperai la caméra, mais normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc, bonsoir à tous. On va commencer et je vais déjà me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Olivier Anselem, je suis gynécologue obstétricienne à la maternité Port-Royal à Paris. Et on va faire ensemble une conf d'obstétrique, matière qui est parfois un peu difficile, notamment quand on n'a pas eu l'occasion de passer en stage dans une maternité. Il y a certaines façons de raisonner qui sont assez propres à l'obstétrique et qui sont pas forcément similaires à ce que vous pouvez retrouver dans d'autres spécialités. Et on va beaucoup insister sur certains points donc, qui sont particulièrement difficiles et particulièrement tombables, qui font régulièrement l'objet de questions aux EDN. Donc, dans cette conf, on va avoir ensemble plusieurs DP qui vont nous permettre donc de faire des rappels de cours. Et donc, je vais insister sur les points qui sont en général moins bien compris. N'hésitez pas, bien sûr, à me poser des questions dans le chat pour que je puisse préciser des choses qui ne seraient pas claires. On a également un dossier plus spécifique sur l'accouchement, parce que dans le collège en particulier, c'est un chapitre qui est un peu difficile à comprendre, je trouve. Et donc, je vais essayer de vous rendre les choses un peu plus simples, un peu plus claires. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières, je commence. Je regarde dans le chat s'il y a des remarques, mais j'ai l'impression que tout est OK. Parfait. Eh bien, écoutez, c'est parti. On y va. Donc le premier DP, vous avez quelques indices là sur l'icono, et vous allez voir tout de suite qu'on est dans les pathologies vasculaires placentaires qui font l'objet de pas mal de questions dans les EDN et qui doivent donc être bien claires pour vous. Alors voilà l'énoncé. Vous suivez pour sa première grossesse Madame E, primigesse de 32 ans. La grossesse se déroule normalement jusqu'à 28 semaines d'aménorrhée ou lors de la consultation mensuelle, vous notez à 3 reprises une hypertension artérielle à 160-100 mm de mercure. La bandelette urinaire retrouve une protéinurie supérieure à 3 croix. Vous réalisez sur un échantillon d'urine un ratio protéinurie sur créatininurie qui est à 50 mg par millimol. Alors, première question, on va vous demander quel est votre diagnostic. Donc là, je reviens sur l'énoncé. Il n'y a pas de difficulté diagnostique particulière. Vous pensez, je pense, tous à une prééclampsie. Et là, on va essayer d'être un peu plus précis. On peut déjà affirmer qu'il s'agit d'une prééclampsie sévère parce qu'on a un critère de sévérité qui est la pression artérielle systolique à 160. Ensuite, je vais pouvoir affirmer que c'est une prééclampsie parce que j'ai une protéinurie associée à cette hypertension artérielle sévère. Et la protéinurie, elle est significative sur le ratio protéinurie-créatininurie qui doit être supérieur ou égal à 30 mg par millimol. Donc ici, on est clairement sur une protéinurie significative. Ça n'est pas sur la protéinurie de la bandelette urinaire qu'on peut poser le diagnostic de prééclampsie. Donc on peut parler de prééclampsie sévère et la prééclampsie, c'est surtout des définitions. Donc c'est l'association d'une hypertension artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure, associée à une protéinurie supérieure ou égale à 0,3 g par 24 heures ou un ratio protéinurie sur créatininurie supérieur ou égal à 30 mg par millimol.
Et tout ça, ça doit survenir après 20 semaines d'aménorrhée, parce que si vous avez déjà une HTA et une protéinurie avant 20 semaines d'aménorrhée, il va falloir plutôt évoquer des diagnostics différentiels. Alors dans les dossiers, ce qu'on va retrouver le plus souvent, c'est le ratio P sur C, parce qu'on peut l'avoir directement sur un échantillon d'urine, et c'est ce qu'on utilise le plus en pratique pour avoir un diagnostic rapide. Si vous devez attendre d'avoir les 24 heures des urines de la patiente, vous allez perdre du temps pour poser votre diagnostic. Donc le critère de la protéinurie supérieure ou égale à 0,3 g, il existe toujours, mais il est moins utilisé en pratique. On s'en sert quand même toujours parce que, vous allez le voir, ça fait partie des critères de sévérité. Alors, il y a donc des critères de sévérité qui ont été définis dans les recos de 2021. Ces critères de sévérité, c'est le fait d'avoir une HTA sévère, donc comme chez d'autres patientes, au moins 162 systoliques et ou 110 de diastolique, ou une HTA non contrôlée, une protéinurie supérieure à 3 g par 24 heures, une créate supérieure ou égale à 90, une oligurie inférieure à 500 par 24 heures, une thrombopénie inférieure à 100 000, une cytolyse hépatique supérieure à 2 N, une douleur abdominale épigastrique ou une douleur de l'hypochondre droit en barre persistante ou intense, une douleur thoracique, une dyspnée, un OAP, ou des signes neurologiques, céphalée sévère ne répondant pas au traitement, troubles visuels et auditifs persistants, réflexes ostéotendineux vifs diffusés et polycinétiques. Vous voyez que là, je vous ai mis deux couleurs différentes, des jaunes et des roses, parce qu'en fait, parmi ces critères de sévérité, certains sont plus péjoratifs que d'autres et vont également constituer des critères de gravité. Donc ceux qui sont en rose sont des critères de gravité. Alors je vous remets là les critères de gravité tels qu'ils sont présentés dans la reco du CNGOF. Donc on va avoir la pression artérielle systolique supérieure ou égale à 180 mm de mercure et ou la diastolique supérieure ou égale à 120. On retrouve la barre épigastrique, on retrouve les signes neurologiques avec les céphalées sévères ne répondant pas au traitement, les troubles visuels et auditifs, le déficit neurologique, les troubles de la conscience, les réflexes vifs diffusés polycinétiques. On retrouve les signes respiratoires et on rajoute le HELP syndrome et l'insuffisance rénale aiguë. Donc, ces définitions que vous devez connaître vont permettre d'aboutir à 3 catégories finalement dans la prééclampsie. On va avoir des prééclampsies qui sont modérées, c'est-à-dire sans signe de sévérité. On va avoir des prééclampsies sévères avec un ou plusieurs signes de sévérité. Et puis on va avoir des prééclampsies encore plus graves, c'est-à-dire sévères avec signe de gravité. C'est souvent comme ça que c'est présenté dans la reco, mais on peut dire aussi tout simplement une prééclampsie avec un signe de gravité qui comporte un des signes que je vous ai mis en rose. Et cette distinction en 3 catégories, elle est très importante parce qu'elle va conditionner ensuite la prise en charge que vous allez mettre en place. Alors, je continue. On va donc parler de la prise en charge de cette patiente. Que comporte votre prise en charge? On vous propose bêta-méthasone 12 mg renouvelé après 24 heures. Oui, on est dans une situation qui peut donner lieu à une naissance prématurée avant 34 semaines d'aménorrhée. Donc, on a une indication à faire une cure de corticoïdes pour la maturation pulmonaire fœtale. On vous propose le sulfate de magnésium. Le sulfate de magnésium, ici, il n'est pas indiqué. Vous pouvez avoir 2 indications pour le sulfate de magnésium. Soit vous avez une indication maternelle qui est la présence d'un signe de gravité, et pour l'instant, dans l'énoncé, on n'a pas de signe de gravité. Et là, l'objectif du sulfate de magnésium, dans ce cas, il est là pour réduire le risque de crise d'éclampsie et d'HRP. Et puis ensuite, vous pouvez avoir une indication qui est fétale pour réduire le risque de complications neurologiques du nouveau-né prématuré de moins de 32 semaines quand vous avez une naissance imminente. Par exemple, quand vous avez décidé d'une césarienne, une demi-heure plus tard, à ce moment-là, vous mettez le sulfate de magnésium. Donc dans ce dossier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'avez pas l'indication maternelle et vous n'avez pas l'indication fétale. Vous n'avez pas l'indication maternelle parce que vous n'avez pas de critères de gravité. Vous n'avez pas l'indication fétale parce que vous n'avez pas décidé de lui faire une césarienne à moins de 32 semaines, là, dans les heures qui viennent. Troisième proposition, un traitement par diurétique. Non, c'est une molécule qu'on n'utilise pas de façon générale chez la femme enceinte, donc vous retenez que c'est contre-indiqué. Le labétalol, oui, ce sera l'antihypertenseur qui sera recommandé en première intention dans la prééclampsie sévère.
Donc c'est vraiment la molécule de choix qu'il faut bien retenir. Et puis régime sans sel dans les dernières propositions, eh bien régime sans sel c'est contre-indiqué évidemment chez la femme enceinte. Ok, donc si on récapitule et qu'on reprend les 3 catégories de prééclampsie, quand on a une prééclampsie qui est modérée, on va avoir besoin d'une prise en charge en hospitalisation. Donc hospitalisation au moins initiale, même si après elle est très stable, on peut envisager une sortie en HAD, mais à la phase de diagnostic, on va de toute façon l'hospitaliser pour l'évaluer correctement. Et elle doit être hospitalisée dans une maternité de type adapté. Ensuite, et ça c'est une nouveauté de la reco de l'an dernier, 2023, il y a une indication à faire un traitement antihypertenseur. Mais là, il n'y a pas de précision sur la molécule, elle n'a pas été indiquée dans la reco. Donc finalement, il y a 3 types de molécules qu'on va utiliser. Le labétalol, mais ça a des effets pour le nouveau-né avec des bradycardies, des hypoglycémies, donc les pédiatres, ils n'aiment pas trop ça. L'alpha-méthyldopa, ça marche bien, mais ça marche pas de façon extrêmement rapide, mais pour une prééclampsie modérée, pourquoi pas. L'anicardipine, qui peut également être utilisée, qui a une efficacité relativement bonne, qui est moins mise en avant dans les autres pays. Et donc, c'est un peu une spécificité française de l'utiliser dans cette indication. Mais en tout cas, les 3 molécules les 3 molécules peuvent être utilisées dans le traitement de l'hypertension pour une prééclampsie modérée, sans qu'il y ait de précision dans la recommandation du CNGO.